Je pense qu'il y a souvent cette idée qu'on doit parler de sexe si on va parler de bébé. Pas forcément. On peut commencer simplement sans parler forcément de sexe. Les enfants, ils n'ont pas ce tabou et ce malaise par rapport à ça. Ils n'ont pas d'idée préconçue par rapport au sexe. Ils ne savent pas c'est quoi. Quand j'en parle avec des élèves qui ont 7-8 ans et qu'on explique la procréation, la reproduction, finalement, les questions qui vont suivre après, c'est pas genre « Oh, c'est dégoûtant, hein ?» C'est « Ok, mais alors quand il y en a 2 ?» Et quand le bébé, il meurt, et quand... C'est toutes des questions qui ont à voir finalement avec la science. Ce que lui a raconté la voisine, c'est des choses que font les adultes. Et c'est quelque chose qui est uniquement pour les adultes. Donc le sexe, c'est pas quelque chose qui se fait entre les enfants, ou c'est pas quelque chose qui se fait entre un enfant et un adulte. La surprise de dire « Ah ben c'est à 11 ans, c'est tôt », malheureusement, quand on voit les chiffres, on sait que l'exposition aux premières images pornographiques, elles sont de plus en plus jeunes. Et je pense, si je ne me trompe pas, les chiffres qui étaient sortis en France, la moyenne d'âge, c'était aussi 10-12 ans. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler éducation sexuelle avec Tess, qui est l'autrice de 100 petites conversations à avoir avec son enfant, mais pas que. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, Tess? Et bienvenue. Oui, merci beaucoup. Moi, je suis née en Belgique. Donc, j'ai grandi en Belgique, mais ça fait 10 ans que je suis au Canada, sur la côte ouest. Et j'ai toujours été intéressée par tout ce qui avait attrait au système reproducteur, enfin aux droits reproducteurs, à l'égalité des genres. Et quand je suis arrivée au Canada, je me suis vraiment spécialisée en particulier sur tout ce qui est éducation à la sexualité. Parce que je travaille déjà pas mal dans le milieu justement des droits égalitaires et travailler dans les écoles. Et l'opportunité au Canada aussi, c'était de pouvoir faire une formation de certification d'éducatrice en santé sexuelle. Donc, je me suis lancée là-dedans. Et un petit peu, juste avant le Covid, disons, je me suis lancée à travailler encore plus. Je travaillais un petit peu dans les écoles avant, mais vraiment travailler de moi-même dans les écoles, à offrir des ateliers en éducation à la sexualité. Et là où je me trouve, on a aussi un programme qui est un peu similaire à la France, où il y a de l'éducation à la sexualité qui s'en va de la maternelle, disons l'ACP, jusqu'à la dernière année du lycée. On va en discuter, mais en effet, l'éducation à la sexualité, pour les parents, c'est jamais un sujet archi facile. Voilà, il y a différents types de familles, mais en tout cas, on peut être plus ou moins pudique à aborder ces sujets-là. Donc, en effet, l'école essaye d'amener quelques sujets via des cours, mais ça répond pas à toutes les questions, ou alors pas nécessairement au moment où elles se posent encore. Donc, on va le voir, on va tout partager. On va chercher les témoignages sur le groupe sur des sujets qui émergent, et on voit que ces sujets émergent de plus en plus, notamment avec l'arrivée des écrans de plus en plus tôt chez les jeunes. On va essayer de le faire un petit peu dans l'ordre des choses qui arrivent pour les parents. Et le premier témoignage qu'on a sélectionné, peut être un peu gênant pour les parents, mais en fait va déborder sur l'école, on va le voir. Donc il s'agit de masturbation. Et donc c'est une maman qui nous dit, voilà, hier j'ai eu rendez-vous avec la maîtresse de ma fille qui a 8 ans. Je pensais bêtement qu'elle allait me parler d'attitude en classe, etc. Et pas du tout. Elle m'a annoncé que ma fille se masturbait en classe. Donc la maman dit, voilà, c'est un sujet que j'avais déjà abordé avec elle, en lui disant que c'est quelque chose d'intime qui se fait à l'abri des regards. Mais là, sa mère est très gênée, elle se sent inquiète que sa fille ne ressente justement aucune gêne à faire ça en classe, et comment elle peut l'amener vers plus de pudeur, on va dire. Oui, c'est un sujet hyper intéressant, la masturbation, parce qu'effectivement, quand on parle de sexualité de façon générale, on a tendance aussi à projeter un petit peu notre sexualité d'adulte vers les enfants. Ce qu'on sait, c'est que la masturbation, le fait de toucher ses parties génitales, c'est agréable pour les enfants, mais il n'y a pas vraiment la même attitude qu'un adulte qui va aller rechercher peut-être plus une satisfaction sexuelle. Après, je dirais que la première chose, ce serait peut-être de demander à la maîtresse un petit peu, déjà, qu'est-ce que peut-être elle a dit à l'enfant, comment est-ce qu'elle a réagi, est-ce qu'elle a dit quelque chose ou est-ce qu'elle a rien dit du tout, enfin, est-ce que l'enfant s'en rend compte, en fait, finalement, et quelle était l'attitude de l'enfant, parce que, par exemple, justement, si c'est une petite fille, souvent, ça va plus être une attitude de se frotter contre la chaise ou de se remuer. Donc, en fait, peut-être que c'est quelque chose qui va l'aider à se concentrer, finalement, à s'apaiser, souvent
dans un exercice d'apaisement et qui fait peut-être pas le lien avec ce qui a été dit à la maison de ben oui, si tu mets ta main dans ta culotte quand tu regardes la télévision, c'est pas un endroit privé parce que tu es dans le salon avec tout le monde, c'est OK de le faire, mais il faut le faire quand tu es dans ta chambre, quand tu es toute seule. Donc je pense que vraiment l'idée, c'est d'aller dans l'honnêteté, c'est de parler à l'enfant de ce qui s'est passé. Peut-être éventuellement aussi de voir s'il y a pas un problème. Peut-être qu'il y a quelque chose qui gêne l'enfant, peut-être quelque chose qui gratte ou que on ne sait jamais aussi, c'est s'assurer que c'est pas autre chose. Hem Et puis d'aller réexpliquer, de dire: «Mais tu sais, je comprends que voilà, ça peut être agréable de normaliser», comme on dit, de pas aller mettre un tabou, de dire: «C'est pas bien, faut pas faire ça, c'est sale», justement voilà, tu te rends pas compte, mais d'aller dire: «Bah oui, c'est normal que c'est quelque chose d'agréable, cependant, c'est pas quelque chose qu'on fait dans la salle de classe». Peut-être qu'on peut trouver aussi quelque chose d'autre qui peut t'apaiser. Voilà, ça peut être aussi quelque chose de tactile, de faire autre chose pour l'occuper quand elle est concentrée, et de rappeler que, bah, on fait ça quand on est tout seul. Quels sont les espaces qui sont privés, que ce soit à l'école, ou à la maison? Bah, à l'école, il y a pas vraiment d'espace privé, mais quels sont les espaces à la maison dans lesquels on est tranquille? C'est vrai que la masturbation, c'est un sujet, qui n'est déjà pas facile à aborder, avec les petits garçons, mais on a encore plus de tabous. Déjà, on le voit, chez les femmes avec ce sujet-là. Enfin, au sujet des femmes Mmh. d'ailleurs, c'est pas les femmes qui ont spécialement un tabou là-dessus. Mais voilà, c'est vrai qu'en tant que mère, on peut ne pas s'être imaginé avoir ce type de conversation, avec son enfant, voilà, avec sa fille, quoi. Avec son fils, il y a suffisamment de choses qui se savent pour qu'on se soit projeté dans ce rôle-là, mais un peu moins sur les filles, quoi. Et oui, c'est ça, qu'il y a pas forcément cette attente de dire: «Ah bah oui, bah les filles, est-ce que les filles se masturbent?» Parce que, beh, c'est différent que de mettre sa main dans son pantalon, sur son pénis. Voilà, il y a une autre, il Ouais. peut y avoir une autre approche et en même temps, c'est une bonne opportunité aussi de pas aller mettre du tabou et de la honte par rapport à ça. De dire, beh, ouais, ça va pas, ça se fait pas, mais de reconnaître que oui, c'est normal que ça t'apporte du plaisir. C'est une partie du corps qui Oui, est faite de milliers de terminaisons nerveuses et donc c'est normal que c'est agréable à toucher. Cependant, ben voilà, ça se fait de certaines façons à pas à certains l'école, endroits. quoi. Voilà, c'est tout. Mais c'est une opportunité aussi de renforcer ce fait que, bah, le corps, il est fait de belles choses et qu'on peut célébrer que notre corps, peut offrir, du plaisir et de l'apaisement, mais qu'il y a des situations dans lesquelles on le fait. Alors ensuite, on va passer au sujet, d'éducation sexuelle. Donc c'est vrai qu'il y a voilà, il y a un certain sujet chez les parents sur la manière d'aborder ça avec les enfants et la première question qui peut venir, c'est celle de comment on fait les bébés et il y a des parents qui partent dans des délires, excusez-moi, mais où c'est compliqué pour eux d'en revenir au moment où il faut vraiment un peu expliquer comment ça se passe. Donc là, on avait une maman, toute mignonne, mais qui nous dit, «Depuis tout petit, je dis à mon fils que pour faire des bébés, papa met une graine dans le nombril de maman suite à un gros câlin. Mmh. Le ventre gonfle parce que le bébé grandit. Maman va à l'hôpital et bébé sort par le nombril.» Et elle nous dit: «Oui, je sais, c'est nul, mais c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit à ce moment-là.» Comment on peut expliquer les choses, voilà, à un enfant qui a peut-être moins de 6 ans? Heu, Avec quels mots, quel vocabulaire? Est-ce Mmh. qu'on cite nommément les parties du corps? Jusqu'où on va, en fait, quand on explique, aux tout petits? Parce que c'est souvent là que commence l'éducation sexuelle aussi, c'est de nommer les parties du corps et Mmh. d'être le plus transparent possible, j'imagine. Oui, tout à fait. En fait, c'est d'aller, vraiment aussi l'idée de petites conversations au fur et à mesure, c'est vraiment d'aller mettre les couches au fur et à mesure et se dire que, beh, justement, l'enfant, il a 6 ans, il va rentrer au CP, il va être à l'école. Heu, il risque d'entendre d'autres histoires et qui vont être différentes que les histoires qu'on a entendues à la maison et en plus, ça va dire que les histoires qu'on a entendues à la maison, c'est pas vrai et ça veut dire aussi qu'on perd le lien avec l'enfant en tant qu'adulte de confiance, finalement, qui va répondre aux questions, qui en fait pas un sujet tabou. Et si comme on sait qu'on va entendre des choses, de prendre un peu les devants et effectivement la 1re chose, ça peut être de nommer, comme on l'a dit, beh, les parties intimes, les parties du corps, donc la vulve, le vagin, le pénis, les testicules. Donc voilà, de comprendre qu'il y a toutes ces parties-là, que le vagin, c'est à l'intérieur, c'est lié à l'utérus. Puis l'utérus, justement, c'est une poche spéciale dans laquelle peut grandir un bébé. Et aussi, parce que je pense qu'il y a souvent cette idée qu'on doit parler de sexe si on va parler de bébé, pas forcément.
On peut commencer simplement sans parler forcément de sexe. Pour faire un bébé, moi je dis souvent, il y en a besoin de 2 choses. On a besoin d'un ovule et d'un spermatozoïde. Alors on peut dire un œuf, une graine, voilà, expliquer avec des mots peut-être un peu plus faciles si l'enfant est plus jeune. Mais certaines personnes dans leur corps ont des ovules et d'autres personnes ont des spermatozoïdes, puis ça se trouve dans les testicules. Pour faire un bébé, il faut que l'ovule et le spermatozoïde se rencontrent à l'intérieur de l'utérus. Et une fois qu'ils se sont rencontrés, ça crée cette première partie du bébé qui va se développer à l'intérieur de cette poche spéciale qui est l'utérus. Et ça va grandir comme ça pendant généralement 9 mois. Et puis que le bébé peut sortir soit par voie basse, donc il sort par le vagin, ou il sort par césarienne. Donc là, on peut parler aussi de l'histoire de cet enfant et comment est-ce qu'il est venu au monde. Et ça peut satisfaire la première étape. On n'a pas parlé de sexe, on a juste parlé de ces 2 ingrédients finalement pour faire un bébé. Et ça se peut que l'enfant ait directement la question de savoir, ok, d'accord, je vois l'idée, mais comment est-ce que le spermatozoïde a rejoint l'ovule? Il passe de l'un à l'autre comment? Quand j'en parle avec des parents, ils me disent souvent, ça a fonctionné. Et puis, quelques mois plus tard, ça a été, attends, j'ai repensé à ton truc, là, dis-moi comment il arrive de l'un à l'autre. Et là, il y a plusieurs façons. De nouveau, c'est pas toujours forcément un câlin d'amour. Enfin, il y a plein de façons dont les enfants ont été créés. Et de dire, comme il sort par le pénis, il faut que le pénis rentre à l'intérieur du vagin et puis les spermatozoïdes vont sortir. Après, il y a les parcours PMA, il y a l'adoption, donc ça va être aussi différent pour les enfants. On peut parler de l'histoire spécifique de cet enfant-là, d'expliquer que pour d'autres enfants, c'est différent aussi. Donc c'est une bonne opportunité de parler même de la diversité des familles, des différentes façons dont on fonde une famille. Ce qui nous met vachement dans l'embarras en tant que parents, c'est d'expliquer la phase où comment les spermatozoïdes vont Mhm. à l'ovule et parce que ça nous fait parler aussi de sexe directement plus que de procréation. Donc c'est à ce moment-là que ça devient un peu touchy pour les parents. Et c'est un peu cette projection d'adulte au final, parce qu'on projette aussi ces questions-là. Ouais, Les c'est enfants, vrai. ils n'ont pas ce tabou et ce malaise par rapport à ça. Ils n'ont pas d'idée préconçue par rapport au sexe. Ils savent pas c'est quoi à ce Ouais, moment-là non plus. ça vient après. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est quand j'en parle avec des élèves qui ont 7-8 ans et qu'on explique la procréation, la reproduction, finalement, les questions qui vont suivre après, c'est pas genre « Oh, c'est dégoûtant, hein !» C'est « Ok, mais alors quand il y en a 2 ?» Et quand le bébé, il meurt, et quand c'est toutes des Oui. questions qui ont à voir finalement avec la science. Et c'est ça aussi, c'est qu'on leur parle, je dis, mais on va parler de la science du corps, de comment ça fonctionne. On leur parle du système digestif, du système nerveux. Voilà, c'est un aspect par rapport à l'autre. Il y a pas de raison qu'un de ces systèmes soit plus tabou que les autres. Oui, je crois qu'eux, ils sont même plus traumatisés de voir leurs parents s'embrasser que C'est ça. d'imaginer le reste. On en parlait avant de prendre l'antenne, mais on a de plus en plus les écrans. Qui arrivent dans cette éducation à la sexualité. Et donc, on a une maman qui nous dit que sa fille de 6 ans et leur petite voisine de 8 ans passent beaucoup de temps ensemble, que la voisine a déjà un téléphone à 8 ans, avec des réseaux sociaux, etc., qu'elle cautionne pas, mais bon, c'est pas sa fille. Et elle raconte en fait que sa fille a été passer du temps chez sa voisine et que la voisine lui a montré comment faire l'amour avec des poupées. Et cette maman décrit une scène, quand sa fille lui a expliqué comment on faisait les poupées. La maman décrit une scène en mode c'est pas vraiment comme ça qu'on fait les bébés, c'est encore autre chose. Et elle se disait je j'avais pas prévu d'avoir une discussion avec ma fille sur la sexualité à 6 ans. Et est-ce que je dois parler aux parents de cette petite fille visiblement de contenus qu'elle regarde et qui ne sont pas de son âge? C'est intéressant dans ce témoignage, c'est qu'il y a 2 aspects. Il y a déjà l'aspect effectivement que cet enfant semble avoir un téléphone, des réseaux sociaux, donc il y a peu de contrôle en tout cas sur Ça a ce l'air. qui est regardé et ce qui est mis en place. Et la deuxième partie, ce que cette voisine a raconté à sa fille, à cette petite, à la plus jeune, qui est la description de comment est-ce qu'on fait l'amour, ou enfin le sexe, ou en tout cas certains types de sexe. Et là où ça m'inquiète, c'est que c'est peut-être pas forcément lié.
C'est pas forcément. Alors, c'est certain que cette jeune enfant de 8 ans qui est sur les réseaux sociaux a certainement vu des choses qui n'étaient pas appropriées à son âge. Je pense, oui. Mais c'est aussi possible, dans ces témoignages qui m'inquiètent un peu, c'est possible que cet enfant soit exposé à des violences sexuelles. Et donc là, ça peut se passer au sein de la famille ou ça peut se passer souvent on sait, au sein des proches. Donc c'est le seul aspect de dire est-ce qu'on en parle avec les parents. J'aurais un peu plus de difficultés. J'aurais tendance à peut-être poser des questions plus spécifiques à la petite voisine, de voir un petit peu, tu sais, on m'a parlé de ce terme, où est-ce que tu l'as entendu, qu'est-ce qui t'a fait dire ça et puis au niveau de la maman, pour la deuxième partie, avec sa propre fille, de savoir comment répondre à ça, c'est d'expliquer qu'effectivement, ce que lui a raconté la voisine, c'est des choses que font les adultes et c'est quelque chose qui est uniquement pour les adultes. Donc le sexe, c'est pas quelque chose qui se fait entre les enfants ou c'est pas quelque chose qui se fait entre un enfant et un adulte et que tes parties privées, c'est quelque chose qui est juste pour toi, que personne n'a le droit de les regarder, de les toucher, de les prendre en photo, de les embrasser. C'est pas quelque chose c'est juste pour toi. Et vraiment d'insister là-dessus que si jamais il y a quelqu'un qui essaye voilà, de toucher, de regarder ces parties-là de ton corps, il faut venir m'en parler. Ou s'il y a quelqu'un qui te dit que ça leur est arrivé, tu peux m'en parler aussi. Donc c'est tous ces aspects-là de prévention, en fait. Et c'est certain que les écrans peut-être ont une influence là-dessus aussi. Ça se peut que cet enfant ait peut-être été en lien avec des prédateurs sexuels à travers Internet. Donc on ne sait pas vraiment d'où ça vient, Exactement. mais Ouais. D'où l'importance du contrôle parental, ouais, vraiment. On le redira jamais assez, mais internet, c'est une clé d'accès à une multitude de contenus, alors qui peuvent être très bien, comme nos vidéos, mais qui peuvent être, bien souvent, très méchants pour les enfants, quoi, ouais, pour pas adapté. leur santé mentale. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Alors ensuite, nous avons un autre témoignage, moi je l'ai trouvé mignon, mais j'imagine bien que j'imagine bien qu'en tant que parent, ça soit moins fun. C'est sûrement parce que j'y suis pas encore, confrontée. Mais donc c'était une maman qui nous expliquait que, voilà, son fils venait d'entrer, au collège, qu'il avait accès à un téléphone portable, qu'elle avait tout bien installé, le contrôle parental et cetera, et que tout de même, elle avait découvert dans le téléphone de son enfant. Donc elle disait qu'entre autres, recherches sur des mangas, il y avait des recherches plus spécifiques, sexe, plus jolie fille du monde et cul. Et elle disait: «J'ai été très surprise parce qu'elle s'attendait pas à ce que son enfant, cherche ces Mhm. termes-là, à 11 ans», qu'elle avait essayé de faire preuve de pédagogie, de lui en parler, de lui dire: «Voilà, si tu as des questions, je peux t'acheter des livres, voilà, on peut aller, chercher des sources, mais ne va pas chercher ça sur internet, tu risques de voir des choses qui sont pas adaptées à ton âge». Et elle disait, à ma grande surprise, alors que c'est déjà un sujet qu'on avait pu aborder, dans ses plus jeunes années, il s'est braqué direct. Il a essayé de mentir sur le fait que: «Mais non, mais c'est pas ça, machin». Il lui a dit: «Tu me fiches la honte», et puis il a été, claquer sa porte, et elle disait: «Voilà, moi je sais pas trop maintenant, est-ce que je retourne en parler? Est-ce que j'achète des livres que je glisse sur la table de nuit?» Comment on fait quand, voilà, il y a cette gêne qui s'est installée après ses premières recherches, quoi? Ouais. J'aime beaucoup l'approche de cette maman. Je pense Ah elle oui, a elle a tout fait, fait, voilà, elle ce a qu'il fait ce qu'il y fallait, avait je à pense. faire, elle a approché la conversation. Heu, Malheureusement, c'est ça, c'est la surprise de dire: «Ah ben c'est à 11 ans, c'est tôt». Malheureusement, quand on voit les chiffres, on sait que l'exposition aux premières images, pornographiques, elles sont de plus en plus jeunes et je pense, si je me trompe pas, les chiffres qui étaient sortis en France, la moyenne d'âge, c'était aussi, 10-11 Ouais. ans. Ouais, ouais. Donc malheureusement, c'est pas de savoir si l'enfant va tomber dessus, c'est quand. Parce que, ça va arriver à un moment donné et là, c'est vrai que pour reprendre ce qu'elle a fait, j'aime beaucoup l'approche de dire: «Ben, on y va sans s'énerver». Parce que si on y va même si on a des a priori par rapport, au porno et qu'on se dit: «Mais c'est dégueulasse» et cetera, si on y va en disant: «Mais pourquoi tu regardes ça? C'est dégueulasse, c'est pas bien», heu, ça va être compliqué d'avoir une conversation derrière s'il y a beaucoup de jugement. Donc d'aller en posant des questions, de dire: «Bah, j'ai remarqué que voilà, que tu étais tombée sur ces images, qu'effectivement, bah, c'est pas toujours la représentation de la sexualité du sexe entre des personnes, qui se respectent et lesquelles il y a du consentement» et d'offrir, des alternatives, de dire: «C'est normal d'avoir de la curiosité».
Enfin, les mots recherchés, c'est vraiment, oui, c'est ce qu'on Oui, moi attendrait j'ai d'un enfant trouvé de ça 11 ans. mignon. Plus jolie fille du monde, moi j'ai trouvé ça mignon. Voilà, ça montre cette curiosité. C'est possible que c'est la curiosité aussi qui va avec le fait que de discussions avec des camarades de classe, Oh peut-être oui. qui ont dit aussi: «Voilà, il faut que tu regardes ça» et cetera. Et je pense que même si la conversation a été coupée un peu durement à ce moment-là, parce qu'en même temps, bon, tu me fous la honte, je claque la porte à 11 ans, c'est voilà, que ce soit ce sujet-là ou un autre, c'est pas étonnant. Mais de revenir en disant: «Écoute, je comprends que tu es mal à l'aise pour le moment, mais à un moment donné, il faut qu'on en parle. Tu peux revenir me voir, on peut attendre, on peut en parler plus tard». Et effectivement, je pense que l'option des livres, c'est une très bonne idée. Il y a plein de beaux livres adaptés pour, répondre à ces questions-là, des questions, sur la puberté, sur le corps, sur les changements et de laisser les livres et même d'utiliser le livre finalement un petit peu comme moyen de communication. De dire: «Ah, dans ce livre-là, j'avais vu, il y avait telle chose, qu'est-ce que tu en penses?» Et d'amener les conversations au fur et à mesure et même si on n'arrive pas à avoir une conversation, de dire: «Écoute, c'est OK que tu veux pas m'en parler, c'est correct, mais moi de l'autre côté, je vais t'expliquer certaines choses. Il y a des choses qu'il faut que je te dise». Et je pense que ça, voilà, c'est pas obligé qu'on soit assis entre 4 yeux à la table du Ce dîner. moment gênant. Voilà, j'ai toujours il y a une collègue qui avait une très bonne approche avec, son fils, c'était dans la voiture. Parce qu'on n'est pas en face à face et en même temps, on peut pas partir. Donc J'avoue, on c'est peut pas dire ce mal. qu'on a à dire c'est OK, c'est pas obligé que ce soit dans les 2 sens, mais moi, il y a certaines choses que je veux t'expliquer. Et puis aussi en parler, de dire ce qu'on voit là-dedans, c'est pas du consentement, c'est pas la façon dont les personnes ont vraiment du sexe. On sait aussi que tu peux tomber sur des images, comme elle le dit, qui peuvent être violentes, qui peuvent te choquer, des images qui sont illégales. Enfin, d'expliquer aussi, voilà, ce qu'on peut trouver là-dessus et de trouver des alternatives ensemble. Alors là, c'était mignon, les recherches, mais des fois, les mots de recherche le sont beaucoup moins. Mmh. Donc là, on a une belle maman qui nous dit qu'elle a découvert dans le téléphone du fils de son époux, qui a 13 ans, des heures et des heures quotidiennes sur des sites porno. Là, on le redit, l'importance du contrôle parental sur les écrans, qui est hyper important parce qu'on va pouvoir quand même voir la consommation Mmh. des sites. Mais ce qui l'a choqué, entre autres, c'est les recherches. J'ai ma demi-sœur. Mmh. Ce qui choque cette belle maman, c'est qu'en effet, il a une demi-sœur, vu que issu d'un nouveau mariage. Donc elle disait: «Je sais pas trop, quoi en penser, je m'inquiète énormément. Quelle serait votre réaction?» Il Ouais. y a quand même 2 choses, c'est que forcément la recherche qui peut être complètement décorrélée dans la tête de vraiment sa situation familiale à lui, parce qu'on le sait sur les sites porno, les mots de recherche sont quand Mmh. même bien carabinés. Et il y a un deuxième sujet, c'est que ça reste la belle-mère Ouais. et c'est hyper compliqué, pour une belle-mère de dire quoi que ce soit sur l'éducation, de ses beaux enfants. C'est certain. Déjà, peut-être que la première approche, ce serait, bien entendu, d'en parler avec le père directement, d'essayer de dire: voilà la situation et de mettre en place, comme ça a été dit, du contrôle parental ou du moins la règle que le téléphone ne reste pas dans la chambre le soir. Je trouve que même si, on n'a pas enfin, on Mmh, peut laisser certains filtres ouverts où, il n'y a pas du complètement. contrôle, 100 à partir de l'adolescence, de dire: il y a pas de tablette, il y a pas d'écran, dans la chambre, tout reste en bas. Donc ça permet aussi déjà d'avoir un espace dans lequel on peut vraiment, voilà, se reposer et dormir et voilà et d'encourager aussi le papa dans ce cas-là à avoir, cette conversation et donc ça revient un petit peu à ce qu'on disait avant, c'est de l'approcher pas avec forcément de la honte et du tabou en disant: «Mais tu regardé ça et c'est dégueulasse» mais d'y aller avec en disant: là on voit que enfin ça peut affecter la santé aussi quand on passe beaucoup de temps de toute façon à regarder des vidéos ou, on passe beaucoup de temps sur quelque chose que ça affecte notre bien-être, la capacité à profiter de la vie en général ou de faire d'autres choses. Donc de discuter de ça, de dire: «Là on veut parler de ta santé et on aimerait discuter de ce que tu as pu voir, des vidéos sur lesquelles tu as pu tomber». De nouveau, de dire: «On comprend qu'il y a de la curiosité, qu'il y a de l'intérêt, qu'il y a plein de choses qui se passent, que c'est les hormones et cetera». Hem, Cependant, voilà, c'est pas un reflet de ce qui se passe dans la vraie vie
et qu'on va tomber sur des vidéos qui sont, de nouveau, on va dire, illégales, qui peuvent être violentes, qui représentent énormément quand même de violence, généralement à l'égard des femmes dans les vidéos. Bien sûr. Enfin, même, ils en deviennent déconnectés des mots-clés qu'ils cherchent. C'est-à-dire que je sais pas si on se doit se dire à cette maman que en cherchant ça, c'est un comportement incestueux, etc. Je crois que parfois, malheureusement, tout ce qui est sur ces sites vous incite à taper des mots de plus en plus Ouais. hardcore. Et je Oui, puis pense qu'en malheureusement. effet, à cet âge-là, il suffit qu'une fois il ait vu une vidéo où c'était ce titre-là, puis que c'est celle-ci qu'il veut revoir. Bon, en effet, il faut lui expliquer que ce qui s'y passe, avant tout, c'est pas la réalité, quoi. C'est un Mhm. reflet très travaillé de la sexualité. Mais je comprends que pour une belle maman, puisse y avoir première réaction de même est-ce que je dois m'inquiéter pour ma fille, quoi. Oui, ouais, c'est ça, c'est que déjà on sait, c'est sur ce type de site, on va trouver de toute façon ce type de tag malheureusement et tout ce qui est finalement presque Complètement. attrait, enfin à l'inceste, mais presque décomplexé avec l'idée Oui, que ce sont c'est pas vraiment des ça, c'est personnes de la décomplexé. famille. C'est quelque chose qui est très répandu. Donc ça peut être que voilà, cliquer par hasard, tomber dessus. Donc on n'est même pas forcément obligé de nommer cette vidéo-là en particulier, mais de dire qu'on va voir des choses qui sont illégales, de rappeler que le sexe, ça se fait pas entre enfants, ça fait pas entre les personnes d'une famille, de parler, de vraiment Complètement. reparler sur le consentement. Et aussi, effectivement, de la part de la maman, il semble avoir une inquiétude tout à fait légitime et d'en profiter pour réavoir les conversations peut-être avec son enfant à elle, de reparler de la prévention des violences, de s'il y a jamais quelque chose qui se passe. Surtout quand ça se passe au sein de la famille, Oui, c'est très compliqué. Donc, pas forcément aller poser la question directe, mais d'aller rappeler les règles un peu de qu'est-ce qu'on fait si jamais voilà, quelqu'un essaye, nous met mal à l'aise, essaie de toucher les parties de notre corps ou fait des choses qu'on n'a pas envie de faire. Enfin, comment est-ce qu'on peut en parler et ouvrir la porte pour son enfant éventuellement d'avoir ces conversations-là aussi. chez les parents, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience de pas mal de parents, pas peut-être pas suffisamment et pas encore, mais de plus en plus on parle voilà, de sexualité à nos enfants, de consentement. Et voilà, il y a peut-être potentiellement des trous dans la raquette aussi. Mhm. Et donc il y a des parents qui ont conscience de pas forcément avoir eu les discussions qu'il fallait dans les plus jeunes années. Et arrive l'adolescence, et arrivent les premiers amours, et c'est aussi à ce moment-là, en tant que parent, on se dit: «OK, là c'est le moment d'en parler». Donc on a 2 témoignages en ce sens. On a une maman qui nous dit: «Voilà, ma fille de 14 ans vient de m'annoncer qu'elle avait un copain. Il a 16 ans, c'est ma première fille, c'est ma fille aînée, je ne sais pas comment réagir. J'aimerais bien lui parler des dangers, des photos, des nudes, du sexe, mais j'ai peur de mal m'y prendre». C'est vrai que l'adolescence, c'est quand même un moment où, même pour leur dire, «Viens mettre la table», on se fait envoyer, chier. Donc c'est vrai que parler de sexualité à un moment où même respirer à côté de Mhm. son enfant, il nous trouve gênant, voilà, on se demande comment on va réussir à aborder ça alors que, enfin, des discussions banales déjà peuvent mal terminer, quoi. Effectivement, ça va être toujours un petit peu ce défi-là, où on se dit si on a été mettre les bases un petit peu avant, ça peut être plus facile. Mais j'ai des amis aussi qui, voilà, on parle depuis toujours. Et puis voilà, 13-14 ans, c'est le jardin secret, c'est fous-moi Ça la devient paix. compliqué, hein. Voilà, c'est normal, ils se détachent de la famille, ils ont envie de garder des choses pour eux. Et c'est une étape normale du développement. Après, de nouveau, ça peut être il y a certaines choses dont je vais devoir te parler, dont j'ai envie de te parler, dont tu as besoin d'entendre. Je comprends que ça te met mal à l'aise ou que, voilà, on lève les yeux au ciel. Mais concrètement, justement, là, si on parle peut-être de contraception, de prévention, de dire, voilà, comment est-ce que tu sais que quelqu'un se sent prêt à avoir un moment intime, si jamais cette personne a envie d'avoir un moment intime, même pas forcément pour soi, mais de dire qu'est-ce qui fait qu'une personne se sent prête ou se sent prête, d'avoir des livres qui sont disponibles. Et puis ce que je dis souvent aux parents, quand je fais souvent des présentations pour les familles avant les ateliers pour les enfants. Et ce que je leur demande, c'est s'ils devaient se projeter parfois un peu loin dans la première fois de leur enfant, hein, les premiers, peut-être les premiers éventuellement rapports intimes, ce serait quoi leur souhait?
Ouais, baguette magique, j'aimerais que ça se passe comme ça, avec du respect, du consentement, avec de l'amour, avec, peut-être de l'attente ou d'attendre le mariage. Enfin, il y a plein de souhaits que les parents ont par rapport à ça. Et je leur dis: «Bah, oui, mais c'est bien, c'est cool, ça change rien, en fait, enfin, dans la pratique, on n'a pas de contrôle sur comment ça va se passer, quand ça va se passer, avec qui ça va se passer. Cependant, on a du contrôle sur une chose, c'est ce qu'on va leur dire. Parce qu'on se dit toujours: «Oh, je veux que ça se passe bien, dans le respect, dans le consentement, avec, voilà, avec toutes ces choses-là» et on n'en parle pas et ils vont pas le deviner et c'est ça de nouveau, finalement, la seule autre source d'information, ça va être internet ou, justement la pornographie Ouais. et d'avoir ces conversations. C'est pas obligé d'avoir une conversation de nouveau entre 4 yeux en disant: «Bon, on va parler du préservatif, on va parler de la contraception, on va parler du consentement». C'est de prendre les petites opportunités du quotidien. Donc ça peut être, on regarde une série et puis il y a un moment justement où ils s'embrassent. Je fais toujours un peu rire les enfants en disant: «Est-ce qu'on peut faire comme dans les films, courir sur la pluie, attraper quelqu'un, puis l'embrasser, de façon fougueuse?» Ben, en fait non. Dans la vraie vie, c'est rare qu'on fasse ça ou alors si on connaît pas la personne ou qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment? Est-ce qu'on pose la question? Est-ce que et donc de réfléchir là-dessus, de prendre des petits exemples du quotidien. On passe devant une pharmacie, il y a un distributeur de préservatifs. «Ah tiens, pourquoi est-ce que tu penses que c'est à l'extérieur des pharmacies? Pourquoi est-ce qu'on a fait ça comme ça?» Et ça peut amener des conversations ou de dire: je lisais un article sur, la pornographie ou j'écoutais une vidéo YouTube, sur la pornographie qui parlait que les enfants étaient, exposés de plus en plus jeunes. Ça me paraît dingue, est-ce que tu penses que c'est vrai? Donc de mettre un peu le jeune justement comme expert ou experte de la situation. Donc de trouver finalement d'autres stratagèmes un peu pour amener la conversation, sans que ce soit ce moment gênant de: «Bon là, on va Oui, parler». c'est vrai que en fait, la pudeur arrive, avec l'âge et c'est vrai que bon là, c'est un peu mon moi féministe, qui s'exprime, mais moi personnellement, pour ma fille, j'aimerais qu'elle prenne pas autant d'années que moi à comprendre des choses quand je peux lui donner, voilà, le fruit de toute mon enquête et de tout mon Ouais. grand âge. Parce qu'il y a plein de choses où nous, en effet, et encore, j'étais pas la moins informée, donc contraception, on connaissait, comment ça se passait, on connaissait, et Mmh. cetera. Mais effectivement, tout ce côté, consentement, enfin, enfin, c'est des sujets auxquels, on parlait pas à l'époque. Ouais. Assez peu, finalement, on pouvait parler de consentement, de manière, détournée, quand, une gamine se faisait enlever, que ça passait dans tous les JT, et cetera. Mais sinon, le consentement entre 2 personnes qui s'aiment, Oui. c'était pas un truc dont on parlait. Parce qu'on partait du principe que les gens s'aiment, donc tout est OK. Mais c'est vrai que, ouais, on se dit aujourd'hui, bah, peut-être Mmh. filons des billes qu'on n'a pas eues à cet âge-là, pour gagner du temps, en fait. Oui, tout à fait et puis on voit maintenant, il y a plus de conversations sur le consentement, mais ça reste aussi très, hem, très basé sur le légal, hein. Voilà, le Ouais. le consentement et comme c'est quoi les règles du consentement? Et finalement, on n'en est pas encore à avoir des conversations sur le plaisir parce que ça, c'est encore un sujet très, très Ah tabou oui, là encore, oui, c'est clair. et finalement le consentement, mais le consentement sexuel, c'est pourquoi? C'est parce que c'est un accord avec une personne, c'est une conversation, c'est pouvoir partager d'un moment qui est agréable, on s'assure que l'autre personne a du plaisir, qu'on a du plaisir, enfin, c'est un échange avec la personne, c'est pas juste: «OK, bon, cool, il est d'accord, oui, elle est d'accord, OK, bon, ben, on y va». Enfin, c'est Ouais. s'assurer que ça se passe bien, que ce soit fun pour tout le monde et je pense que c'est ça aussi qui manque encore un peu pas mal dans les conversations, c'est qu'on a un peu ce malaise de parler de que le fait que la sexualité, ça peut être quelque chose d'agréable. On est encore pas mal dans la prévention de les dangers des IST, la danger enfin, des risques de grossesse, le danger du non-consentement. On n'a pas vraiment encore explosé le fait que, la sexualité, ça fait partie de chaque être humain et que c'est quelque chose de voilà, dont on peut profiter de son propre corps au départ et puis si, ça nous tente à un moment donné en grandissant de découvrir ça avec d'autres personnes, voilà comment est-ce qu'on peut le faire pour que ce soit le plus agréable possible. Oui, complètement. Et on a une 2e maman qui pareil, sa fille a 14 ans, lui dit qu'elle a un petit copain, et elle dit: «Moi ça me paraît bien trop tôt, mais avec la génération d'aujourd'hui, on ne peut être sûr de rien».
Alors, madame, ça, pour le coup, ce n'est pas la génération d'aujourd'hui. J'avais le même âge, hein, de tout temps. Et puis, je pense que si on remonte encore plus avant, enfin, ils étaient mariés à 15 ans. Donc, vraiment, je pense que c'est, pour le coup, l'âge, c'est pas une Mmh. question de, me semble pas, en tout cas, être une question de génération. Mais elle disait, voilà, on a déjà eu des conversations sur la puberté. Mais la puberté, c'est encore autre chose que la sexualité. Est-ce que je dois en reparler avec elle, sachant que j'aime pas du tout aborder ce sujet? Est-ce que je dois lui faire comprendre que je ne suis pas pour les relations intimes à son âge, mais que malgré tout, je devrais anticiper et lui acheter des préservatifs? Je suis perdue, j'encaisse le coup. J'ai l'impression qu'hier encore, c'était un bébé. Ouais, je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent se jouer à cet âge-là où des fois, voilà, moi, je sais que ma mère, à l'époque, s'est énervée quand elle a su Mmh. que j'avais un copain. Enfin, je pense que c'est elle qui était pas prête à cette discussion-là. Euh, Comment on fait si on ne trouve pas les ressources en nous-mêmes pour avoir les discussions, nécessaires avec notre enfant? Vers quoi on peut l'orienter? Ouais, c'est difficile en fait, c'est ça le plus gros la plus grosse barrière finalement d'arriver à avoir ces conversations-là. Si on se disait: «Bah, oui, on doit juste, voilà, s'y mettre, avoir ces conversations-là, on est la génération qui change les choses». La difficulté, c'est que on n'a pas d'exemple et on a aussi hérité d'un tabou énorme autour de la sexualité. Donc il y a énormément de difficultés à aborder ce sujet-là. J'imagine aussi que enfin, ça peut être le cas de cette personne ou d'autres personnes dans la même situation, de dire, il y a peut-être des traumas qui sont liés à ça, du malaise, des idées préconçues sur, ce que ça veut dire, un héritage, d'informations sur la sexualité, puis de nouveau cet aspect assez négatif et donc ça peut être très difficile de passer cette barrière-là. Alors bien entendu, on peut s'équiper, on peut demander à d'autres adultes de confiance dans la vie de cet ado, en particulier, de se dire qu'on n'est pas toujours obligé d'être le seul point de ressource. Oui, Il y a peut-être d'autres adultes, il y a peut-être, une tante, qui est, voilà, c'est qui est ça, plus c'est à ce l'aise que d'en j'allais parler. dire. Peut-être parfois, faire des échanges avec ses copines. Je prends tes enfants en cours d'éducation sexuelle, tu Ouais. prends les miens, comme ça j'en parle à quelqu'un d'autre, parce que c'est vrai que quand c'est son propre enfant, parfois c'est dur, quoi. Oui et puis c'est C'est d'avoir, peut-être d'autres sons de cloche et c'est ça aussi quand c'est difficile si on s'y prend plus tard et on peut revenir dessus. Ça va être plus facile si on a commencé un peu plus tôt, mais même si on commence tard, de se dire: «On peut être honnête avec notre enfant», tout pareil. De dire: «Écoute, c'est oui, vrai que, j'y arrive pas, de que dire, que, «Je comment galère». on m'en a pas parlé, j'aurais dû t'en parler avant. Je me rends compte que j'ai attendu trop longtemps pour aborder ce sujet-là. J'aimerais commencer, ça va être un peu, voilà, ça se peut que ce soit un peu, maladroit au début et puis je vais tenter. Peut-être qu'effectivement, on peut regarder des livres, on peut regarder des ressources. Enfin, il y a tellement de bonnes ressources maintenant qui existent aussi au niveau de livres, de ressources Bien sûr. internet. D'aller, enfin de sites qui sont faits pour les ados et cetera. Donc d'aller voir ça, d'aller rechercher ça ensemble et d'essayer d'ouvrir la conversation et que même si parfois on n'a pas les réponses aux questions, de dire: «Je veux que ma porte soit ouverte» et d'être capable de dire: «OK, beh, si tu viens avec une question, je vais y réfléchir, j'y vais sans, j'essaie de travailler un peu sur ces tabous-là et puis je réfléchis à la réponse et je te reviendrai plus tard, on peut aller chercher ça ensemble». D'essayer de créer ce lien-là de façon honnête. Oui et puis de pas, j'imagine, hein, que ouais, la claque doit être grande quand ça y est, on sait qu'on y est à ce moment où les enfants ne vont plus du tout être des enfants, d'accepter de passer le relais, de dire très honnêtement: «Bah, là, moi, en fait, j'arrive Mmh. pas à avoir, cette conversation avec toi, parce que chez moi, c'est hyper, tabou et pudique, mais peut-être qu'on va trouver, la bonne personne». Ouais. Oui, c'est important pour les jeunes d'avoir une personne à qui ils peuvent parler aussi et c'est vrai que pour beaucoup, beaucoup de jeunes, ils ont pas forcément enfin, ils sont pas à l'aise d'en parler à la maison ou c'est pas un sujet qui est abordé. Quand je suis dans des salles de classe, si je demande s'il y a des élèves qui en parlent à la maison, qui seraient Eh oui, confortables de poser la question, il y en a très peu et c'est là aussi où on revient même aux toutes premières questions. Dans des classes des élèves de complètement. de 8 ans qui vont dire: «Beh, je vais aller chercher sur internet». Donc là, on sait qu'il y a besoin voilà, d'aller mettre des ressources, de dire: «Internet, elle va pas donner les réponses dont tu as besoin à ton âge». Exactement. Il y a une maman qui parlait aussi sur l'éducation sexuelle et qui disait,
voilà, mon enfant vient d'effectuer sa première rentrée à l'école cette année. J'ai vu que maintenant l'éducation sexuelle en France serait désormais enseignée bien plus tôt qu'à mon époque. Qu'en est-il exactement pour les enfants scolarisés dans le public? Parce que peut y avoir des Ouais. différences public-privé ici. Enfin, normalement, ne devrait pas, mais il y en a. Je n'ai rien contre la pratique, mais j'estime qu'elle ne doit pas être enseignée si jeune. Voilà, il y a des parents qui ont peur parce qu'en fait, ils ne comprennent pas de quoi on peut parler à de si jeunes enfants. Mhm. Alors qu'en fait, voilà, on appelle ça. Et d'ailleurs, en France, maintenant, on appelle ça éducation sexuelle à la vie sexuelle et affective. Ouais. Et c'est important de dire et affective. C'est de, voilà, de faire comprendre des notions, soit de reproduction, etc., mais aussi ouais, de consentement dès le plus jeune âge, en fait. Tout à fait. Je pense même qu'en France, pour le primaire, ils ont fait tomber le S, justement, ça a Ouais, été toute la question. Donc ils ont retiré le mot, sexualité parce que je pense que hem, ça faisait peur. ça a cristallisé Voilà, c'est beaucoup. cristallisé pas mal de choses et c'est de comprendre que à nouveau, quand on parle de sexualité, on parle pas forcément de sexe. On parle de tous ces différents aspects-là. Alors c'est d'où le EVRAS, l'aspect relationnel, sentimental, le rapport au corps. On n'est pas là pour parler de sexualité comme on va parler à des élèves de 15 ans. On est là pour mettre les bases. Et en fait, comme pour tout, on va les mettre les bases. Je le compare souvent à la sécurité routière. On met pas un enfant de 3 ans derrière le volant, c'est certain. Mais depuis la petite enfance, on a des conversations sur le fait qu'on met sa ceinture, on regarde à gauche, à droite avant de traverser. Peut-être qu'on a regardé d'autres adultes conduire. On apprend des choses au fur et à mesure, on passe la théorie et puis on apprend à conduire. L'éducation à la sexualité, ça va être la même chose, c'est qu'on va les poser les bases. C'est que pour pouvoir avoir toutes ces conversations dont on a parlé sur la pornographie, sur la contraception, sur le consentement, on a besoin de quoi avant ça? On a besoin de savoir les termes pour les parties du corps, simplement pour avoir du pouvoir sur son corps, de savoir que c'est pas quelque chose que les autres personnes ont le droit de toucher, de regarder, et cetera. Donc on fait pas mal de prévention. On explique aussi simplement le fait que les autres personnes ont des limites. On parle des sentiments, beaucoup des émotions finalement, Oui, de se faire confiance. Si je suis mal à l'aise, comment est-ce que je me sens? Ah OK, quand je suis mal à l'aise, je me sens comme ça. Très bien. Là, quelles sont mes ressources en tant qu'enfant? C'est pas internet. Donc, qui sont les adultes ressources à qui je peux parler? Tout l'aspect, bien entendu, de la puberté, les changements du corps. Enfin, si on s'en souvient un peu, c'est terrifiant. Il y a plein de choses qui bien se passent, sûr. c'est le Mais je pense qu'il bazar. y a beaucoup de fantasmes sur ce qui se raconte vraiment dans ces cours. Et qu'en effet, je sais pas d'ailleurs si est-ce que vraiment le contenu même et les supports sont disponibles en ligne. Je sais pas, je me dis peut-être il faudrait que tous les parents reçoivent par email ce Oui. contenu pour se rendre compte que c'est pas nécessairement ce qu'ils imaginent, quoi. Oui, il a été pas mal. Enfin, je pense que j'étais regardée, il est pas mal développé sur tous les aspects qui sont abordés. Malheureusement, je pense que, et au Canada, ça a été la même chose, il y a eu énormément de désinformation Ouais, sur ces contenus. Et c'est vrai, quand il y a énormément de désinformation en ligne et qu'on ne sait pas ce qui est donné, on a tendance à se dire, ah, ben, on va enseigner aux enfants maternels à se masturber, on va. Non, hein, comme on a parlé au début, on enseigne bien sûr. simplement que c'est pas quelque chose qui se fait dans la salle de classe. Et on réexplique qu'il y a des endroits pour le faire et des endroits où c'est OK, des endroits où c'est pas OK, parce que ça arrive en classe. Donc Et c'est oui, important de le mentionner. Donc oui, on va le nommer. Mais c'est des contenus qui sont adaptés au développement de l'enfant et justement qui sont progressifs pour nous permettre de pouvoir aborder tous ces sujets-là et d'en pas en faire un sujet qui est tabou et un sujet vraiment compliqué quand on arrive à 15 16 ans et on doit développer tout ça en un coup. là où peut y avoir un frein et beaucoup de pudeur pour certains parents, c'est voilà, il y a une éducation religieuse aussi qui peut entrer en compte. Et donc pour certains, ça va même à l'encontre de, voilà, de ce qu'on leur a toujours enseigné finalement, d'aller mettre des mots là-dessus. Et ils se retrouvent démunis avec ces cours qui sont délivrés à l'école, à se dire, est-ce que voilà, on va parler de choses dont moi-même je ne veux, ça rentre contre mes principes à Mmh. moi. Et bon, bah, l'école étant laïque, il y a un moment où c'est important aussi que tout le monde démarre avec le même socle. Oui, en fait, il y a parfois des différences, culturelles, religieuses par rapport à ça. Mais finalement, surtout sur les dernières années, ce qu'on voit, c'est une poussée assez conservatrice, finalement, qui va à Ouais, l'encontre de l'éducation à la sexualité
Ça m'arrivait très rarement de recevoir des emails de parents à l'époque. Parfois, il y avait, voilà, certains aspects, par rapport, à leur religion, de dire, voilà, ça c'est pas aligné forcément avec nos valeurs religieuses, mais c'était assez rare. Cependant, des dernières années, c'est beaucoup plus, cette poussée conservatrice et cette poussée de peur, tout ce qui est lié aux conversations autour du genre et de l'identité de genre qui revient beaucoup. Oui, c'est Donc vrai que ça a voilà, explosé, vraiment, on a eu l'impression que les cours étaient entièrement consacrés, c'est le gros à sujet. ça. Pas du tout, Ouais. c'est Donc c'est un mouvement que j'ai tendance à qualifier, d'assez, c'est un mouvement transphobe, c'est un mouvement homophobe oui, souvent oui, parce que ça va à l'encontre de l'idée qu'on doit parler uniquement des filles et des garçons et on peut pas s'éloigner de ça et cette peur autour de ça. Et donc ça, c'est vraiment instrumentalisé énormément finalement pour créer de la panique autour de l'éducation à la sexualité. Et c'est là aussi on a besoin d'expliquer que de dire, c'est pas parce qu'on donne des informations aux enfants qu'ils vont changer leur comportement. On donne des bien sûr, informations et pour que qu'ils soient leur informés. orientation sexuelle va changer. On rappelle tout de même que, l'homophobie, c'est pas une valeur, c'est pas une opinion, c'est un délit. Voilà. Donc, à partir de là, refuser qu'on puisse, aborder, voilà, de qui on peut être amoureux Mmh. ou non, c'est pas devrait pas être une question, finalement. Tout à fait. On est là pour leur donner des informations et pour que les enfants et les jeunes puissent faire des choix éclairés. Et la comparaison que j'utilise toujours, c'est de dire, pendant des années, on n'avait pas le droit d'écrire avec la main gauche. Hein, on a empêché les enfants d'écrire avec la main gauche, tout le monde devait écrire avec la main droite. Et tout d'un coup, quand on a laissé les enfants choisir avec quelle main ils voulaient écrire, on a eu une hausse énorme de gauchers et de gauchères. Alors c'est pas parce que c'était une mode, hein, c'est simplement qu'à partir du moment où on a le choix, on On fait peut un choix l'exprimer. éclairé, on peut explorer, on peut réfléchir, on peut décider ce qu'on a envie de faire pour soi-même et se poser ces questions-là. On a le choix de se poser les questions. Et il y a certains enfants, et encore c'est une extrême minorité parce que ça, Bien sûr. ces conversations-là, ça le fait comme s'il y avait la moitié de la classe qui se posait des questions sur leur identité de genre. C'est loin d'être le cas. Mais pour certains élèves, de tout d'un coup avoir cet espace dans lequel ils ont le droit d'exister et d'être qui ils sont et de se présenter comme qui ils sont, ça sauve des vies surtout. Enfin, Bien ça sûr. permet vraiment en fait de les soutenir. Donc dans ces cours, d'éducation à la vie, affective et relationnelle, si je ne dis pas de bêtises, ça peut être, voilà, il y a ces notions de consentement, qui sont hyper importantes et qui peuvent aider pas mal d'enfants puisqu'on sait qu'il y a un enfant sur 4 qui est victime, d'inceste. C'est assez énorme, donc mine de rien, d'aborder ces sujets-là, c'est aussi pouvoir leur donner, des points de contact, en fait, des gens, à qui dire: «Bah, allô, en fait, je crois que ce que je vis, chez moi actuellement, c'est pas normal, quoi». Tout à fait. En fait, on a parlé depuis le début de l'importance d'en parler à la maison, d'en parler en famille, et c'est un des piliers. Mais bien entendu, c'est pas toutes les familles où tous les enfants vont l'entendre à la maison, en tout cas. Et d'avoir cet aspect d'en parler aussi à l'école, c'est cet autre pilier qui est vraiment essentiel pour que tous les enfants, finalement, aient accès à cette même information, qui est un peu l'essence de l'école, finalement, aussi. C'est qu'ils puissent avoir accès à l'information que ton corps t'appartient, que personne n'a le droit de toucher ton corps sans ton accord, que les parties privées, personne n'a le droit d'y toucher du tout, et qui sont tes personnes ressources si jamais ça se passe. Parce qu'effectivement, que ce soit l'inceste, enfin, c'est de la violence sexuelle au sein des familles. Alors, c'est pas toujours forcément des membres de la famille, mais ça peut être des proches de Bien la sûr. famille. Ça peut aussi être des enfants dans la même... Enfin, ça peut être entre enfants, on le sait, entre enfants plus jeunes et un enfant plus âgé. Donc, pas seulement forcément parler du danger des adultes, mais de n'importe quelle autre personne plus âgée que l'enfant, finalement aussi. Et d'insister sur ces questions-là, parce que c'est aussi ce travail-là de prévention. Et comme ça a été dit, c'est oui, un enfant sur quatre, en tout cas, c'est ça, on dit souvent 3 enfants par classe au moins qui Oui, c'est est énorme. concerné. Puis c'est surtout de se dire, en fait, ce que vous craignez avec ces cours-là, ce qui peut arriver est pire, que ce qui sera dit dans ces cours-là, en fait. C'est justement de la prévention, quoi. C'est vraiment ça. Tout à fait. Oui, c'est de la prévention et de donner du pouvoir aux enfants et de l'autonomie. Enfin, au final, c'est le droit essentiel des droits humains, enfin des droits de l'enfant, de savoir comment fonctionne son corps, comment prendre soin et comment le protéger. Bah, merci beaucoup Tess, pour cette émission, hyper intéressante.
voilà, sur un sujet qui laisse parfois les parents sans voix. Donc n'hésitez pas à chercher des livres, des ressources, à vous tourner vers les bons comptes sur les réseaux sociaux et qui sauront vous délivrer des conseils sur ce sujet. Et puis Tess, écoute, on a hâte de pouvoir te recevoir à nouveau pour discuter de tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.